j'assume donc la présidence de cette plénière d'aujourd'hui. Nous avons donc le quorum, chers collègues. Je vous propose de rentrer dans l'ordre du jour. Je déclare donc ouverte la séance d'aujourd'hui. Je vais donc vous présenter, comme à l'habitude, les demandes de garantie d'emprunt qui ont été présentées par les bailleurs sociaux. Nous avons donc, ce sont les rapports qui vont, comme disait le président, des numéros 1 à 9. Alors, ce sont des demandes de garantie qui ont été présentées à la fois par la SMHLM, la Société HLM Ozanam, et puis la CEMAG, c'est-à-dire la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe. Alors, la collectivité départementale est sollicitée pour la garantie de 10 emprunts que les sociétés que je viens de citer souhaitent contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer des opérations de construction de 271 logements sociaux sur le territoire des communes du Lamentin, du Lorrain, de Schellcher et de Fort-de-France. La Caisse des dépôts a déjà donné son accord pour le financement de ces projets et les communes ont toutes accordé leur garantie partielle au financement de ces opérations en complément de celle du département. Alors voyons maintenant les dossiers qui ont été présentés par la SMHLM. Le département est sollicité à hauteur de 40% pour la garantie de 6 prêts de montant total de 9 686 477 € pour la construction de 76 LLS et 6 LLTS au quartier Terre-Saint-Ville et TSF à Fort-de-France et 68 logements sociaux PLS quartier Bois-Joliment 2 au Lamentin, soit une garantie de montant de 3 874 590 € 80. 60% pour la garantie d'un prêt de montant de 885 515 € pour la construction de 16 logements LLS rue Félix-Éboué au Lorrain, soit une garantie de montant de 531 309 €. Voyons maintenant les dossiers présentés par la CEMAG de la Guadeloupe. Le département est sollicité à hauteur de 40% pour la garantie de 8 prêts de montant de 3 890 704 € pour la construction de 28 LLS et 22 LLTS au quartier TSF et rue de la Piété à Fort-de-France, soit une garantie d'un montant de 1 556 281 € 60. Et par ailleurs, 50% pour la garantie de 3 prêts d'un montant total de 5 410 058 € pour la construction de 46 logements PLS au quartier Enclos à Schellcher, soit une garantie de montant de 2 705 029 €. Voyons maintenant les dossiers qui ont été présentés par la société d'HLM, la société anonyme Ozanam. La garantie départementale est sollicitée par cette société à hauteur de 50% d'un prêt de montant de 649 930 € pour la construction de 9 LLS rue Lovins et Duféal à Schellcher, soit une garantie de montant de 324 965 €. L'encours de la dette garantie par le département s'établit à ce jour à 488 110 000 € et le montant des annuités garanties représente 30 820 000 €. Plus de 97% de cet encours correspondent à des garanties d'emprunt accordées aux sociétés d'HLM pour le financement de la construction de logements sociaux. Les garanties d'emprunt sollicitées par les sociétés SMHLM, CEMAG et Ozanam porteront l'encours global de la dette garantie du département à 499 350 000 € et le nombre total des logements sociaux financiers au titre de l'exercice 2015 à 351 logements. La commission des finances et la commission permanente se sont prononcées favorablement sur ces demandes de garantie. Voilà, Président et chers collègues, ce que nous pouvions dire au titre de la présentation de ces demandes de garantie d'emprunt présentées par ces 3 sociétés d'HLM que nous avons citées. On va passer au vote sur ce dossier. Quels sont ceux qui sont contre les garanties d'emprunt accordées? On fait un vote bloqué pour tous les dossiers. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. On va passer au point numéro 10, présenté par le collègue Raphaël Vaugirard.
texte qui nous est soumis pour avis concerne le projet de décret relatif au comité État-région au niveau national pour les fonds européens structurels et d'investissement et au comité État-région pour le fonds européen agricole pour le développement rural pour la période 2014-2020. En substance, comme vous le savez, la contractualisation, la nouvelle contractualisation concerne la période 2014-2020. Le décret crée deux comités, un comité au niveau national pour les fonds européens et un comité régional pour le suivi de l'exécution du programme FEADER notamment. Voilà en substance de quoi il s'agit. On crée deux comités, un comité au niveau national, un comité au niveau régional, puisque, comme vous le savez, la loi du 24 janvier 2014 donne aux régions la gestion des fonds européens. Donc, on crée un comité régional pour suivre l'exécution du programme. Donc, la commission conjointe texte et finances du lundi 9 mars 2015 et la commission permanente du 12 mars 2015 ont pris acte de la publication de ce projet de texte. Voilà, Monsieur le Président, de quoi il s'agit. Est-ce que sur ce décret relatif à la gestion de ce fonds européen, vous avez des remarques particulières? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? On fait le point suivant. Sur la revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, le montant du revenu de solidarité est revalorisé annuellement du même pourcentage que pour l'allocation solidarité spécifique. Lors de sa séance plénière du 27 février 2014, l'Assemblée délibérante s'était prononcée favorablement à l'adoption de ce projet de décret. L'allocation de solidarité spécifique étant revalorisée à 0,9%, le montant du revenu de solidarité passe également, est augmenté de 9% et passe de 507,15 € à 511,71 €. La revalorisation s'applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015. À ce jour, le décret n'est pas publié. Avis des commissions. La commission des textes, le 9 mars dernier, et la commission permanente ont émis un avis favorable sur ce projet de décret. Compte tenu de ce qui précède, vous êtes invité à vous prononcer sur le projet de décret pour cette revalorisation qui se fait en tandem pour le revenu de solidarité et l'allocation spécifique solidarité. Sur l'avis que nous allons proposer, je propose qu'on donne un avis favorable sur le principe d'augmentation, mais qu'on déplore le niveau très faible de cette augmentation. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, on passe au dossier numéro 12. Projet de décret pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Alors, ce projet de texte a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988. Il intervient dans un contexte tendant à favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Ce projet de décret ne modifie pas le fonctionnement d'aide publique aux formations politiques. Il s'agit davantage de responsabiliser les partis politiques dans le cadre des prochaines élections législatives tout en favorisant la parité homme-femme. Pour permettre à ceux-ci de contrôler la réalité de la souscription des candidats qu'ils présentent, le projet de texte prévoit un dispositif d'information de l'administration par les partis politiques. Le projet de texte prévoit la forme, le contenu et le calendrier de la déclaration. Ainsi, pour les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, telles que la Martinique, seront remis aux services préfectoraux par les partis ou les groupements politiques la liste des candidats qu'ils présentent aux élections législatives ainsi que celle des circonscriptions dans lesquelles ils font acte de candidature. Ces dépôts doivent être effectués au plus tard le 3e jeudi précédant le premier tour du scrutin. Ces listes complètes doivent mentionner pour chaque circonscription les noms, prénoms, sexe et la date de naissance des candidats, les noms, adresses, numéros de téléphone, email et fax du parti ou du groupement de partis, de même que le nom du correspondant. Il sera immédiatement délivré un accusé de réception
au déposant de cette communication, lequel doit être investi d'un mandat attestant de cette qualité. Avis des commissions. La commission des textes réunie le 9 mars dernier et la commission permanente ont émis un avis favorable sur ce projet de décret. Compte tenu de ce qui précède, vous êtes invités à vous prononcer sur le projet de décret, mais nous avons aussi l'avis du CSR qui nous est parvenu après. Alors, le CSR s'interroge sur le fait que la procédure ne prévoit pas de façon explicite l'accord personnel du candidat par un courrier et ou par une attestation. Par ailleurs, le texte ne fait pas état du contrôle des pièces dans un délai réduit, par exemple les actes de naissance, etc., pour éviter l'exclusion de candidats pour information erronée ou incomplète. Le CSR est favorable au texte et milite pour une grande représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà, collègues, de quoi il s'agit et sur lequel on nous demande notre avis. Merci pour la transparence et la participation des femmes à la vie politique. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au dossier 13. Projet de loi modifiant la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Alors, juste pour être un peu plus pédagogique, collègues, vous savez, nous avons bénéficié pendant 10 ans d'un régime d'exonération de l'octroi de mer, notamment pour la production locale. Alors, après 10 ans, c'est-à-dire en juillet 2014, le dispositif devait être évalué afin d'obtenir de la Commission européenne la reconduction du dispositif. Donc, l'Europe s'est déjà, par le biais du Parlement européen et de la Commission européenne, prononcé favorablement pour la reconduction de l'octroi de mer avec des modifications dans le droit, mais la France doit transposer dans le droit français la décision européenne. Donc c'est ce que nous examinons ce matin, c'est-à-dire le projet de loi français, si je puis dire, qui transpose la décision européenne. Alors, donc j'ai déjà fait l'introduction, je vous explique rapidement de quoi il s'agit. Dans le prolongement de la décision du Conseil de l'Europe du 10 février 2004 et du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et son décret d'application du 30 décembre 2004 reconduisent l'octroi de mer pour 10 ans, avait reconduit pour 10 ans. Donc la décision du Conseil du 17 décembre 2014 prévoit une réforme de l'octroi de mer. Cette décision reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, quels sont les changements? Bon, alors, le projet de loi a pour objet de transposer la décision du Conseil européen du 17 décembre 2014. Il s'inscrit dans le prolongement de la loi de 2004. À l'instar de la loi précédente, chaque département dispose d'une liste de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation. Des informations sur ces produits doivent être fournies afin d'intégrer ces listes. Proposition de classement en liste A, B ou C des produits selon leur exposition à la concurrence, le chiffre d'affaires de production des entreprises et la justification des surcoûts en termes d'approvisionnement, de stockage, d'équipement et autres surcoûts. Donc, la principale modification du projet de loi porte sur les seuils. Comme vous le savez, entre 1992 et 2004, les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 550 000 € étaient mises dans une situation hors champ, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas concernées par la taxation en l'octroi de mer. Le projet de loi propose d'abaisser le seuil d'assujettissement des entreprises de production à 300 000. On passe de 550 000 à 300 000 le chiffre d'affaires pour les entreprises. En contrepartie, les productions locales réalisées par un opérateur dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 300 000 € sont taxables à l'octroi de mer. Les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 550 000 et 300 000 € ont une réduction de leur assiette fiscale. Les conseils régionaux conservent la faculté d'exonérer en totalité ou partiellement les productions locales sensibles définies par le territoire. Ce projet de loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2015, permet également d'actualiser les règles en matière d'octroi de mer conformément à l'évolution du droit communautaire. Alors, avis des commissions. La commission texte réunie le 9 mars et finances, les deux commissions réunies le 9 mars 2015, ont entendu le secrétaire général de l'association des MPI, qui est un grand connaisseur de cette question, qui a indiqué son avis favorable au projet de loi.
Il a néanmoins regretté la diminution des seuils qui n'était pas une demande des entreprises et qui risque de pénaliser les petites entreprises, puisqu'on passe de 550 000 à 300 000. Les commissaires ont émis un avis favorable sur le projet de loi car il reconduit le dispositif de l'octroi de mer. Il déplore cependant la durée qui est inférieure à 10 ans. Au lieu de 10 ans, la commission n'a voté que 5 ans, c'est-à-dire 2015-2020, et l'abaissement des seuils. Dans cette perspective, ils indiquent la nécessité d'une réflexion avant 2018, c'est-à-dire avant qu'on ne réfléchisse sur la reconduction du dispositif, qu'on ait des réflexions déjà prêtes sur la compétitivité et la viabilité des entreprises dans leur environnement régional. Par ailleurs, dans la mesure où les exonérations d'octroi de mer sont fixées indépendamment pour chaque département d'outre-mer par les conseils régionaux, les commissaires ont souhaité que la région Martinique puisse fournir des éléments relatifs au montant d'exonération sur les importations en Martinique et sur l'impact pour les communes. Parce que comme vous le savez, il y a un régime d'octroi de mer qui permet de faire les ressources pour les collectivités et un autre régime qui permet d'exonérer les entreprises locales qui génèrent de la valeur ajoutée. La commission permanente du 12 mars 2015 a pris bonne note des observations formulées par la commission conjointe et a émis à son tour un avis favorable à ce projet de loi. Alors, entre-temps, nous est arrivé l'avis du Césaire, que je vous donne rapidement en substance. Le Césaire, le C-E-S-E-R, si vous préférez, mais pour aller plus vite, on dit Césaire. Le Césaire constate que le montant des exonérations de la région Martinique pour la période 2011-2014 s'élève à 97 millions, alors que pour la même période en Guadeloupe, les exonérations octroyées étaient de 70 millions, soit une différence de 26 millions d'exonérations. Pour le Césaire, il convient de préserver l'octroi de mer en interne en fixant un pourcentage d'exonération par rapport au montant attendu de la taxe, à ne pas dépasser. C'est un avis qui a été formulé sur le budget primitif 2015. Car il y a lieu de quantifier le risque de montant d'exonération trop élevé qui pourrait influencer négativement la marge de manœuvre de la collectivité. La décision de reconduire le dispositif jusqu'au 31 décembre 2020 ne nous paraît pas donner assez de gages aux investisseurs. En effet, pour les investissements à long terme, les acteurs économiques et particulièrement les investisseurs extérieurs ont besoin de visibilité et de sécurité juridique. Des lois qui ne changent pas tous les 5 à 8 ans. Les dispositions de l'article 349 du traité de Lisbonne ne peuvent pas être mises en cause de façon périodique dans la mesure où il n'existe pas d'éléments nouveaux susceptibles d'entraîner les révisions. Alors voilà l'avis de CESR et qui complète l'avis de nos deux commissions texte et finances qui vous ont été présentées pour émettre un avis. Il est évident que ce dispositif d'octroi de mer est un dispositif désormais encadré puisqu'il fait partie d'une remarque de la Commission européenne et que nous sommes sur un droit un peu dérogatoire jusqu'en 2020. Ça veut dire qu'il nous appartient à nos Martiniquais de réfléchir sur ce que nous allons proposer et qui pourrait remplacer l'octroi de mer à la fois sur le financement des collectivités, comme tu l'indiquais tout à l'heure, mais aussi sur la protection de la production locale. Initialement, c'était ça l'enjeu sur l'octroi de mer. Il y a donc une réflexion à porter, notamment sur les éléments carbone, puisque là, nos amis qui travaillent sur l'environnement pourraient nous indiquer des pistes assez intéressantes de remplacement de cette taxe d'octroi de mer par un dispositif qui pourrait garantir à peu près les mêmes dispositions financières de protection pour la Martinique. Donc, je ne vais pas aller très loin sur cette affaire, mais la réflexion doit porter, puisqu'en 2020, nous aurons une position à proposer. Puisqu'en 2020, l'octroi de mer va tomber, de fait. Hein, c'est la dernière fois qu'on prolonge l'octroi de mer, et il va falloir lancer une réflexion globale sur une nouvelle manière de faire. Ensuite, sur la proposition des régions qui pourraient moduler ou exonérer, oui c'est vrai, il y a encore cette possibilité-là, les régions ont encore cette possibilité-là, notamment sur les entreprises martiniquaises qui sont dans le seuil entre 550 et 300. Mais je doute fort que dans l'état actuel des relations entre la Guadeloupe et la Martinique, que nous soyons en mesure d'harmoniser quoi que ce soit. J'ai là sous les yeux... Tu as le courage de dire ça. Oui, je le dis. Je te remercie. Je le dis, et je peux même lire, hein. Victorin Lurel qui dit « J'assume une fiscalité régionale vertueuse, j'écarte toute idée d'harmonisation avec la Martinique dans l'intérêt des communes de Guadeloupe,
dans un communiqué, j'ai tenu à réaffirmer en réponse aux critiques formulées sur le niveau des taxes régionales perçues, sur les carburants notamment, le bien fondé des options retenues par notre collectivité, etc. etc. Donc il n'est pas dans une logique d'échange avec la Martinique, en tout cas pour l'instant, avec la Martinique. Je sais qu'on est dans un contexte électoral en Guadeloupe qui n'est pas celui de la Martinique pour l'instant, mais aujourd'hui, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les taxes régionales, que ce soit sur l'université ou sur d'autres politiques publiques que l'on porte, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que nos amis guadeloupéens. Il y a des divergences très fortes et je pense que l'on devrait bien évidemment penser à harmoniser, à continuer ce combat unitaire, parce que tout seul on n'est pas très fort, mais en même temps il faut qu'on pense à la Martinique. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre ce dispositif? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci collègues. Le dernier dossier concernant les textes, le dossier 14. Le projet de texte a pour objet de réévaluer le montant majoré du complément familial qui est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. Le montant majoré du complément familial est revalorisé pour la deuxième année consécutive. Par délibération du 17 avril 2014, l'Assemblée délibérante s'était prononcée favorablement à l'adoption du décret relatif au complément familial majoré. Le taux du complément familial majoré passe de 26,17% à 28,55% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. La revalorisation s'applique à compter des prestations dues au 1er avril 2015. Avis des commissions. La commission conjointe texte et finances du 9 mars dernier et la commission permanente du 12 mars dernier ont émis un avis favorable sur ce projet de texte. Compte tenu de ce qui précède, vous êtes invité à vous prononcer sur ce projet de décret. Je crois qu'il y a un avis du CSR. Oui, alors le CSR soutient une augmentation significative de la revalorisation du revenu. Attendez, excusez-moi, je me suis trompé peut-être. Le texte, toi de mer. Non, excusez-moi, il n'y a pas d'avis du CSR sur ce projet de décret. Excusez-moi. Bien, on va passer au débat. C'est une augmentation de 3 et quelques pourcents qui est proposée sur la base des revenus familiaux. Je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen une demande d'aide exceptionnelle présentée par la coopérative maritime. Suite à un conseil d'administration du 9 mars 2015 et par courrier du 10 mars dernier, la Copémar fait part aux collectivités départementales et régionales des difficultés conjoncturelles et structurelles qu'elle rencontre dans l'exercice de sa mission. Ces difficultés ont des retombées importantes sur le monde de la pêche. En effet, la Copémar ne peut faire face à ses charges de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires et l'avitaillement en produits pétroliers. Par voie de conséquence, il y a des répercussions sur l'activité des pêcheurs qui ne peuvent plus s'approvisionner en carburant et sortir en mer, d'où un manque à gagner important pour les professionnels d'un secteur déjà en grosse difficulté. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil général décide d'intervenir en faveur de la profession à travers l'attribution d'une aide exceptionnelle d'un montant de 50 000 € à la Copémar. Par ailleurs, un audit sur cette structure est en cours de réalisation. Une fois que les conclusions de l'audit seront connues, la Copémar devra s'engager à tout mettre en œuvre pour redresser la situation financière. Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé, chers collègues, de bien vouloir vous prononcer sur l'attribution d'une aide exceptionnelle de montant de 50 000 € à la Copémar. La dépense correspondante sera amputée sur le chapitre 65, enveloppe 53 816, organismes agricoles et de la pêche, dont la disponibilité s'élève à la somme de 57 373 €. Merci. Sur la problématique de la Copémar, le sujet sur lequel on se pose, il faut y répondre de manière urgente, c'est clair, sans hypothéquer la réflexion globale que l'on doit porter. Mais sur la Copémar, nous avons un certain nombre de précautions à prendre. Je le dis très clairement, la Copémar, c'est une coopérative, mais qui est une SA. C'est donc une entreprise privée, et le soutien que l'on porte à une entreprise privée est encadré. Il est encadré d'abord en droit interne,
puisqu'il faut que ça réponde d'intérêts économiques et sociaux de la population départementale pour qu'on puisse justifier la nécessité d'intervenir. Ensuite, comme il s'agit du champ économique, il faut que le partenaire régional, lui aussi, soit positionné. Notre aide est conditionnée à la contribution régionale aussi. Et puis ensuite, sur le droit européen, puisque là aussi nous sommes confrontés au droit européen sur les minimis, ce qu'on appelle les minimis, et la capacité pour une collectivité à pouvoir soutenir une entreprise privée. Il y a un montant plafond qui est de 200 000 € sur 3 ans, tout effort collectif confondu. C'est-à-dire qu'il nous faut donc vérifier tous ces paramètres-là. Donc je vous propose que l'on valide le principe d'une aide à la COPEMA, sous réserve que nous puissions lever toutes ces incertitudes juridiques de droit interne et de droit européen pour nous permettre d'aller très clairement sur une décision qui sera inattaquable. Donc je propose que l'on valide le principe d'une aide de 50 000 €, le principe d'une aide de 50 000 € assorti des réserves quant aux modalités de mise en œuvre de cette aide. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues. Merci beaucoup pour la tenue de notre plénière. Je lève la séance en vous invitant tous et toutes à monter au 3e pour le déjeuner. Merci beaucoup.